Arrives-tu à imaginer un futur positif ? Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Sandrine Roudot pour parler d'utopie. Salut Sandrine. Salut. On va parler de comment faire fleurir des utopies, même si notre imaginaire est surtout rempli de catastrophes. Alors je te présente en 10 secondes, tu dis être semeuse d'utopie, donc à travers des conférences, une maison d'édition, La Mer Salée, et tes propres livres, tu es autrice, des essais comme L'utopie mode d'emploi, et un premier roman de science-fiction utopiste, Les Déliés, qu'on voit derrière toi si vous regardez sur YouTube. Et je suis ravi de t'inviter parce que le podcast s'appelle Soif de Sens, et le sens, donc c'est à la fois la direction et la destination. Et on parle beaucoup de comment améliorer les choses, donner plus de sens, mais peu de où on veut aller exactement. C'est quoi notre destination ? C'est quoi notre utopie ? Et ton travail, en fait, il me fait penser à une conférence qui s'appelait Réparer le monde de Pablo Servigne et Alain Damasio, où j'ai eu la chance d'aller et c'était trop drôle parce qu'on imaginait qu'on était en 2100, donc dans 100 ans, et on racontait à quoi ressemblait le monde. Et l'imaginaire qui ressortait était vraiment d'une fécondité énorme. On avait imaginé que la Tour Eiffel était recouverte de lianes, de verdure et de singes. J'étais là, mais trop bien. On avait créé des zones où l'humain était 100% interdit, donc vraiment dédié pleinement entre guillemets la nature. Il y avait même des diplomates interespèces pour que les relations, par exemple, avec les abeilles ou les loups se passent bien. Et très important, l'épreuve phare du bac, c'était devenu la cueillette sauvage. Excellent. C'est une soirée qui, moi, m'a beaucoup marqué. Et je ressens un peu la même chose avec ton roman qui s'inscrit aussi dans cette ouverture, cette bouffée d'air sur les imaginaires. Du coup, je me demandais, pour commencer, toi, à quoi il ressemble le futur utopiste dont tu rêves ? Oh là là, alors ça, j'en ai écrit 300 pages, alors tu vois, ça peut prendre du temps. Moi, le futur que j'imagine, c'est un futur qui est low tech, c'est-à-dire dans lequel on n'est pas dans la techno, mais au contraire, on est dans des choses beaucoup plus humaines hein, quelque part. C'est un monde qui est apaisé. Pour la parenthèse, je viens de l'obliger à installer Google Chrome. Elle est adepte du logiciel libre, mais parce que mon logiciel ne marche que sur Google Chrome. Mais à coup pas. Oui, ça c'était compliqué. Hein. Oui, donc c'est aussi un monde effectivement qui est plus en libre, parce que moi je pense qu'il faut qu'on coupe nos liens, tout ce qui nous aliène un peu dans ce monde, hein, qu'on reprenne un peu notre autonomie. Et qu'on ouvre la boîte justement de nos ordis. Ouais. Et donc c'est un monde qui est apaisé aussi, parce que très souvent, tu vois, quand on dit ouais, tu veux un monde plus écolo, on parle toujours de renoncement. Et moi, je crois qu'on a renoncé à beaucoup de choses ces dernières années, et notamment, je crois qu'on a renoncé à un monde apaisé et apaisant. Et dès lors qu'on enlève un peu toute cette injonction à la vitesse, à la techno, à l'encombrement numérique, d'informations, du toujours plus, etc. Mais bon sang, mais est-ce que c'est hyper apaisant. Et je me souviens d'un libraire qui avait lu Les Déliés qui m'avait dit mais ça a l'air trop bien, quoi. Et je dis bah oui. Moi, je veux vivre dans ton monde. Voilà, c'est ça. En fait, on a plus de temps pour les relations. C'est un monde qui est beaucoup plus joyeux aussi. Et moi, j'ai envie en fait de vivre dans ce monde-là. J'ai envie de me marrer. J'ai envie de déconner. J'ai envie d'être insolente. Et moi, ce monde-là, je le vois comme ça. Je trouve que le monde dans lequel on est aujourd'hui, il est très complaisant. Il est parfois très faux. Oui, et on dirait qu'être adulte, tu vois, c'est être sérieux et c'est être grave et c'est être mais pitié, on a fait tout un épisode là-dessus. Pitié quoi. Ah ouais. Et alors que voilà, et c'est un monde aussi où le merveilleux est important, où on danse par exemple, on pirate l'espace public par la danse. Voilà, tu vois, si les gens dansaient plus, le monde serait moins belliqueux, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. Et c'est un monde qui est beaucoup plus local, forcément. On a sa brasserie de sa bière locale. Oui, où il y a beaucoup plus de relations humaines, en fait. Beaucoup plus d'art aussi. Ouais, moi, je me disais ça ce week-end. On se baladait à la campagne chez des amis et t'avais une espèce d'énorme papillon en forge sur un toit de garage et
au début, j'ai bugué parce que j'étais là, mais à quoi ça sert? Mais non, mais c'était une œuvre d'art et j'aimerais tellement que dans les rues, que ce soit peu importe à la ville ou à la campagne, mais partout ce soit de l'art, quoi. Ça serait tellement plus beau que juste des murs uniformes en béton, quoi. Mais tu vois, pour le côté danse, j'ai organisé, enfin on a co-organisé avec deux copines en décembre. Tu vois, on s'était dit, moi ça fait donc je l'ai imaginé dans mon roman et puis j'ai toujours eu envie de ça. Ouais. On a proposé en fait, on a fait appel à une compagnie de danse et c'était le premier week-end des vacances de Noël et on s'est dit, on va faire une danse pour la paix et pour la terre. Donc voilà, qui s'inscrit un peu dans l'activisme sacré de Starhawk et tout ça. Et au début, on était complètement excités. On s'est dit oui, on a besoin de danser. En plus, tu vois, c'était interdit à l'époque avec le Covid et tout ça. Et on s'est dit, on va proposer ça aux gens, quoi. Est-ce qu'ils ont envie un samedi après-midi de venir et de danser et d'envoyer finalement leurs vœux pour la terre. Donc au début, t'es super excité, puis voilà, on s'entraîne. Et au moment d'arriver, tu te dis mais on est complètement folle, quoi. Ils vont se dire mais c'est quoi cet arrêt, quoi. C'est en plein milieu de Nantes. Et en fait, mais le nombre de gens qui sont venus, c'était impressionnant. Je pense qu'on n'en connaissait pas 5%, quoi. Okay. Et dès que tu donnes l'occasion aux gens de faire un truc joyeux, spirituel ou sacré, et ce n'est pas des gros mots, en fait. Et c'était hyper beau. Et dès que tu donnes l'occasion, en fait, c'est juste qu'on n'en a plus l'occasion. Mais dès qu'on propose, mais t'as plein de gens pour avoir envie de ça, quoi. Ça me fait penser à justement l'amie chez qui j'étais ce week-end. Elle a fait un burn-out et justement elle avait fait un post sur Facebook pour dire en fait chez nous il y a de la place. Voilà, si tu sens que t'es pas loin de faire un burn-out ou que tu viens d'en faire un, vraiment t'es le bienvenu. Voilà. Et elle a reçu des dizaines et des dizaines de demandes pour venir. Et surtout t'as plein de gens qui étaient là, mais c'est bizarre quand même, on se connaît pas. Et je trouve ça génial Enfin, déjà, c'est un peu triste de se dire que tu peux pas juste être généreux spontanément, mais aussi de questionner les gens sur pourquoi est-ce qu'on trouve ça bizarre, en fait, alors que... Mais c'est ça aussi, tu vois, tu me demandais c'est quoi le monde de demain. Pour moi, c'est un monde où les gens s'autorisent aussi. Ce qu'a fait ton ami, où tu t'autorises à proposer quelque chose. Et moi, c'est ça qui m'attriste le plus dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'on ne s'autorise plus rien, en fait. Et on est résigné et moi, c'est pour ça que j'aime tant la fiction, c'est que c'est un endroit où on s'autorise à nouveau quelque chose, quoi. Et alors, il y a quelques années, justement, tu disais à ta libraire, j'aimerais bien lire un roman d'anticipation, mais pas un truc glauque, tu vois. Et en général, elle te trouvait rien. Du coup, tu t'es dit, pourquoi pas moi, en fait? Et donc, tu as écrit Les Déliés. C'est l'histoire de quoi, ce roman utopiste? Alors c'est l'histoire en fait de cinq femmes au départ, mais en fait il y a beaucoup d'autres personnages qui décident de faire basculer ce monde du côté plus lumineux de la force. Donc de se dire il y en a marre. On voit que c'est pas les politiques qui vont changer quelque chose. Donc comment on fait pour que tout ce qui nous empêche d'avancer aujourd'hui, on arrive à prendre le dessus. Et donc en fait elles imaginent un plan de résistance, elles imaginent des idées, des outils, pour faire des trous dans la coque du monde mortifère dans lequel on est, pour bâtir aussi d'autres choses, les donner à voir et surtout qu'on puisse se mettre en lien entre alliés, entre gens, on va dire animés par la même cause ou animés par la même envie. Comment est-ce qu'on arrive à se mettre ensemble, voilà, parce qu'on est tous disséminés. Il y en a qui adorent s'attacher aux banques. Il y en a qui adorent faire de l'activisme artistique, justement. Il y en a d'autres. Et comment, en fait, et tout est super. Et tout est bien. Et comment est-ce que ces gens-là arrivent à se retrouver pour aller plus loin et peut-être pour faire basculer ce monde, parce qu'en fait il y a plein de possibilités de le faire basculer. Et pour tout te dire, au tout départ de ce livre, c'est vraiment une recherche que j'ai faite, quoi. Je me suis dit comment, si aujourd'hui je devais être une résistante et que je devais vraiment le faire basculer, comment on s'y prend. Et donc j'ai bâti un scénario. J'ai bâti un scénario et je me suis dit maintenant je me lance, quoi. Et ce qui était assez incroyable, c'est que dès que tu vas dans le processus créatif, dès que tu t'autorises, tu dis mais il y a ça aussi qu'on pourrait faire. Ah puis ça, et pourquoi on le fait pas? Et ça c'était impressionnant et c'est un peu des retours aussi que j'ai de lecteurs ou de lectrices, c'est qu'ils me disent ah non mais ce truc-là, là je vais le faire. Hein. Et tu dis bah oui. C'est trop bien. Ils font allusion à quoi par exemple?
par exemple, dedans, il y a des caravanes, voilà, qui amènent des nouveaux récits, qui racontent de lieu en lieu ce qui se passe à d'autres endroits. Et quelqu'un un jour m'a dit, tu sais, ta caravane, je vais la faire, moi. Ouais, j'ai eu ça. J'ai eu voilà, quelqu'un qui... parce que dedans, à un moment donné, il y a une ZAD à Paris. Et qui était très, très motivé. Donc, j'attends de voir. Enfin, voilà, il y en a plein de trucs différents. Dans ton travail, il y a ce fil rouge de l'utopie, donc. Sauf que quand on taxe quelqu'un d'utopiste, c'est clairement péjoratif, souvent. Mais on fait, tu le dis, comme si l'humain n'avait jamais rien inventé, quoi. Parce que avant que ça existe, tu dis le droit de vote des femmes, c'était une utopie. Mais en fait, tout, c'était une utopie. En fait, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, se dire, tu vois, il y a encore 10 ans, se dire qu'on enregistrerait un truc ensemble des milliers de kilomètres, c'était une utopie. En fait. Et tu prends mais absolument tout, hein, n'importe quelle innovation, n'importe quel droit, n'importe quel, et même les trucs, tu vois, quand on dit non mais tu vas pas, tu vois, il y a trop de CO2 avec les avions, on peut pas clouer les avions au sol, c'est une utopie. Ouais, enfin, on l'a fait pendant quelques mois quand même, hein, avec le Covid. Donc en fait, une utopie, c'est simplement quelque chose qui n'a pas encore existé. Et on a beau jeu d'avoir de la condescendance ou de traiter d'irréalistes les gens qui imaginent, qui en fait arrivent à se projeter. Et c'est vachement intéressant ça, de voir à quel point on ne s'autorise pas à imaginer que quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui va exister demain. Et ça, c'est assez étonnant. Je pense que ça vient de plein de facteurs. Hein. Ça vient du fait que nous sommes fondamentalement conservateurs, fondamentalement. Ouais. Mais vraiment. Et d'ailleurs, l'inverse de l'utopie, c'est le conservatisme. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit tu veux le retour à la bougie, pose-toi la question. Qui est le conservateur dans l'histoire? Qui ne veut pas toucher à son mode de vie? Voilà. Donc, en général, les gens qui traitent, voilà, qui pensent que t'es irréaliste, c'est surtout des gens qui ne veulent surtout pas toucher à ce qui existe aujourd'hui. Ils prétendent qu'ils sont sur la notion de progrès, mais ils sont sur, moi, ce que j'appelle du futur antérieur. C'est-à-dire qu'ils sont sur le progrès tel qu'ils l'ont toujours connu. Oui. Donc, pour eux, c'est 3G, 4G, 5G, 6G. Sauf que, moi, c'est ce que je dis, on n'a pas inventé l'ampoule à partir de la bougie. On a inventé l'ampoule à partir de la lumière. Il y avait beaucoup, et c'est ça l'utopie, en fait. L'utopie, c'est penser lumière, c'est penser qu'est-ce qui devrait être. C'est quoi ce dont on a envie, en fait. Alors que la majorité des gens partent d'aujourd'hui. Ils partent de la bougie. Et forcément, les fabricants de bougies, ils ont vachement à perdre dans l'histoire, si l'ampoule arrive. Donc forcément, tu vois, ils ont pas trop envie que tu ailles voir ailleurs, déjà. Et pour leur cerveau, c'est inconcevable, en fait. Il y a que des gens qui sont très audacieux, qui sont capables de se projeter. Il y a que les créatifs, en fait. Il y a que des gens qui n'ont pas peur de l'échec aussi, qui sont prêts à expérimenter des choses. Et surtout, ce qui est très très ancré chez un utopiste, en tout cas l'utopie telle que je l'entends, c'est-à-dire une utopie positive au service du monde, etc., c'est que ce sont des gens qui ont foi en l'humanité, qui ne se résignent pas, qui n'attendent pas que ça vienne du haut, parce que force est de constater que ça ne vient jamais du haut, et c'est des gens qui ont une forte conscience de ce qui est intolérable dans notre monde aujourd'hui. Si on prend la part des droits humains, par exemple, ou de ce qu'on fait aux vivants, ce sont des gens qui disent mais c'est juste intolérable, en fait. C'est intolérable qu'on pollue notre air, c'est un truc qui est inconcevable. Donc à partir du moment où c'est inconcevable, je veux le changer. Oui, et ça, c'est le truc qui est le plus important pour eux. Les autres, le truc qui est le plus important, c'est de te dire ah non, mais c'est trop compliqué. Alors que celui qui a vraiment envie qu'il n'y ait plus de pollution dans l'air, lui, il s'en fiche de ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment demain, on va respirer un air pur. Et comment demain, les jeunes générations vont avoir un monde qu'ils méritent, en fait. Et ça te donne une patate. Et en fait, c'est ce qui fait que tu inventes, c'est ce qui fait que tu combats, c'est que en fait, c'est vraiment ancré sur quelque chose de très émotionnel. Oui, et plus t'as et plus t'as de désir, en fait, moins les obstacles sont grands. Tu vois, mais vraiment, hein, les utopies, tu prends n'importe quoi, la fin de l'esclavage, Internet, si on prend les innovations, c'est la même chose. Les innovations, c'est aussi des utopies. C'est un gars dans un garage, c'est des gens tout seuls, quoi. C'est-à-dire que
y a ça aussi, c'est-à-dire que les grandes innovations, c'est des intuitions. Les mecs qui disent, mais si, en fait, je suis sûr qu'on peut inventer un truc pour voler dans le ciel. Je suis sûr qu'on peut inventer. Donc, il y a vraiment quelque chose de très... pas animal, mais ouais, impulsif. Oui, et qui est pas basé sur les croyances de l'époque. C'est ça qui est important, c'est qu'en fait, un utopiste, il arrive à se décoller de son époque. Alors que les autres, ils sont englués dedans, quoi. Alors aujourd'hui, on essaie effectivement plutôt de tempérer, de réduire nos émissions de 10% par-ci, 15% par-là, de faire de la croissance verte, etc. Bref, continuer comme avant, en un peu moins pire, au lieu de changer radicalement, comme tu le dis. Donc moi, je trouve ça parle énormément, tes exemples, quand tu dis que les femmes, elles n'ont pas demandé à voter une fois sur 2. C'est ça. Mais en fait, elle n'a pas demandé à ce que les Noirs puissent prendre le bus avec les Blancs. Alors, juste le lundi et le jeudi, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Mais en fait, je me suis levée un matin en disant ça, parce que j'étais en train de travailler sur ça, comment est-ce qu'on allait pouvoir changer le monde. C'était mon premier essai. Et je travaillais sur les freins au changement et tout. Et puis, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le truc. C'est cette radicalité-là. C'est-à-dire que les gens qui ont aboli l'esclavage, s'ils avaient dit, effectivement, on va faire un esclavage responsable, ou on va faire une transition esclavagiste, mais jamais on l'aurait fait. Et puis d'abord, ça n'a aucun sens. L'esclavage ne peut pas être responsable. De même que tuer 70 000 personnes par an en France de manière prématurée à cause de la pollution de l'air, ça n'est pas légitime, ça n'est pas tolérable en fait. Il y a pas à le faire de manière responsable. Ça va être quoi? On va en faire un petit peu moins, mais ça a juste aucun sens. Et c'est parce que aussi on veut abolir radicalement l'esclavage qu'on l'a fait. C'est-à-dire que si on s'était dit on va le réduire un petit peu, la machine à vapeur qui était dans les cartons, elle aurait toujours été trop chère. C'est-à-dire qu'il a fallu aussi, à un moment donné, il faut aussi avoir des priorités et se dire ok, on arrête là. Et là, tout d'un coup, les autres innovations, ça y est, on peut enfin les sortir. Et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on fait des bougies vertes, quoi. Voilà, on fait des bougies vertes. On va pas inventer l'ampoule, hein. C'est sûr, quoi. Donc, et si justement tu as cette vision plus radicale, ça peut beaucoup plus embarquer les foules, quoi. Je me disais, si Martin Luther King il avait dit I have a suggestion, I have a reform, c'est pas pareil que I have a dream, quoi. Oui, quand tu dis on va réduire de 15% les particules fines, t'embarques personne. Si tu leur dis demain on vit dans un monde sans pollution. Mais là, tout d'un coup, et encore, j'ai dit un mot qui est pas très sexy, qui est le mot pollution, mais tu les embarques en fait, tu leur dis, on va aller dans un autre monde. Oui, demain, vos enfants et on va imposer, nos valeurs et nos principes. Et c'est vrai que tu ne te bats pas pour des miettes de dignité. Tu vas pas te battre, effectivement, pour juste avoir le droit de t'asseoir un jour sur 2 dans le bus, quoi. C'est évidemment que non, quoi. Et c'est vraiment, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est un levier formidable de changement. Sans désir et sans espoir, on change rien. Donc, on a besoin de ça. D'un côté, j'en ai un peu le ras-le-bol d'entendre partout dans les milieux écolos, c'est un peu tarte à la crème en ce moment, mais voilà, qu'on a besoin de réouvrir les imaginaires. Ouais. Et de l'autre, effectivement, quand je pense au futur, je vois bien que j'ai beaucoup de mal à imaginer un futur qui me fait envie. Et du coup, doucement, vraiment, l'art, c'est pas du tout un truc qui me parle énormément de par mon éducation. Mais petit à petit, je donne beaucoup plus de valeur à l'art qu'avant, qui nourrit cette créativité. Et dans ton roman, par exemple, la société a mis en place un photorationnement. Donc, chacun n'a le droit qu'à 10 photos par semaine, notamment pour limiter la pollution. Est-ce que tu peux nous raconter quel impact ça a sur la vie des gens? Ouais, en fait, moi, ça, c'est un truc pas qui me terrorise, mais où je me dis, nous tous, là, les milieux activistes, etc., on est beaucoup sur le numérique, et comme tout le monde, hein, comme toute la société, parce que ça a été aussi l'endroit où on a pu se mettre en lien les uns avec les autres. C'est ce qui permet que, voilà, des podcasts comme le tien existent, etc. Et le jour où on nous enlève ça, on est comme des andouilles, et voilà. Et je me suis dit, en termes de roman, je me suis dit, tiens, on va commencer à faire ça pour que on se rende compte à quel point finalement on est aliéné à tout un tas de choses. Et ça permet, voilà, philosophiquement aussi de faire plein de trucs. Et ce qui se passe, c'est que au début tout le monde hurle en disant qu'on nous empêche de nous émerveiller, voilà, qu'on nous enlève ce qui est le plus important, parce qu'en fait ce qu'on nous enlève surtout, c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne prend des photos que pour les partager, en gros. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans l'émerveillement, vraiment. On s'est fait embarquer par cette boulimie et ce besoin de dire regardez qui je suis,
regardez ce que je partage, regardez, etc. Et en fait, c'est devenu un peu biaisé, cette histoire. Et du coup, il commence à y avoir un peu une overdose et on ne sait même plus quoi partager, quoi, en fait. Du coup, la spontanéité qu'il y avait au départ, qui était extrêmement belle et qui nous a permis vraiment, je crois que le numérique nous a permis beaucoup de choses, la sérendipité, partager, voilà, l'émerveillement, nous mettre en lien, vraiment. Et là, il y a un truc qui est un peu biaisé. Et donc, au début, effectivement, tu dis, on n'a plus le droit. Et puis après, tu te dis, ok, mais comme, en fait, je n'ai plus le droit qu'à 10 photos, tu commences à te poser la question de qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine. Et ça devient super intéressant parce que tu commences à regarder tout le monde et à te dire de quoi j'ai envie de me souvenir. Et puis, du coup, comme tu peux plus prendre de photos sur tout aussi, du coup, aussi, t'es peut-être un peu plus présent. Parce qu'il y a des choses, voilà, tu n'auras pas ce pense-bête. Puis les photos qui restent sont plus authentiques, quoi, et représentatives du monde, exactement. alors que là, on vit dans un monde de filtres Instagram, quoi. Et tu reviens aussi à l'imperfection de l'instant, c'est-à-dire que avec le numérique et puis avec le nombre de photos qu'on fait, on va en faire 15, 16 et puis du même truc pour choisir la meilleure. Ce qui est un puissant fond parce que en fait, on a un espèce d'instinct de perfectionnisme qui est insupportable, moi la première. Et du coup, tu reviens aussi au fait que non, en fait, une photo, c'est un instant, voilà, c'est un instant volé, il est pas parfait. Mais tu l'aimes, quoi, en fait. Et ça, voilà, ça te ramène à des choses beaucoup plus apaisantes aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette fuite en avant de tout prendre. Et c'est vrai qu'au début, donc dans ce monde-là, c'était assez facile de retrouver des photos tickets au marché noir. Parce que du coup, les gens, parce que comme il n'y avait plus les réseaux sociaux, c'est ça que j'ai oublié de dire, en fait. Comme on avait fermé les réseaux sociaux, du coup, on ne pouvait plus les partager. Pardon, j'ai oublié de commencer par le début. Et donc, c'est comme tes quotas carbone, là, t'as tes quotas photos. Voilà, ça, t'as les quotas. Voilà. Et comme les réseaux sociaux ont été fermés, du coup, et qu'on pouvait plus partager, finalement, on prenait moins de photos, quoi. Mais c'est revenu. Il y a eu, du coup, l'émerveillement est revenu. Et donc, chacun a bien utilisé ses 10 photos par semaine. Et sur ce que tu disais des récits, moi, j'étais comme toi. Et en plus, je suis je me suis levée il y a 20 ans avec une éco-anxiété énorme, et donc j'avais un besoin de changer les choses et de le faire rapidement. Et j'étais extrêmement, je le suis toujours, très admirative des activistes, de la désobéissance civile, etc. Je fais des stages, tout ça. Et donc ça m'énervait un peu cette histoire de nouveau. Je disais nouveau récit, mais enfin bon, faut faire quoi, faut y aller. Et c'est pas que les mots quoi. Et puis j'ai compris dès lors que j'ai utilisé le mot utopie en 2015 quand j'ai fait un TEDx. J'ai vu que j'avais changé le récit quand même, en fait. Donc je me suis dit, il y a quelque chose, il y a un fil à tirer là-dessus. Et vraiment, moi, mon sujet, c'est comment est-ce qu'on change les comportements. Et je suis convaincue qu'effectivement, c'est par l'utopie qu'on les change, c'est-à-dire par cet objectif radical et en même temps être super pragmatique dans les moyens, super joyeux, être opportuniste, sauter sur tout ce qui bouge. On voit quelle porte va s'ouvrir, quoi, et on y va. Le plus important, c'est le but. Il n'y a pas une seule façon de faire. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, l'utopie, qui est donc ce qui n'existe pas encore, il y a bien un moment donné où il y a des gens qui l'imaginent, quoi, en fait. Et donc, le lieu de départ de l'utopie, c'est effectivement nos imaginaires. Et il y a très peu de chances d'avoir des utopistes dans un monde où l'imaginaire est maltraité, où il est asséché, où il est confisqué. Et là, pour le coup, on se retrouve aujourd'hui avec avec des imaginaires qui sont toujours les mêmes, qui sont l'apocalypse, en gros l'effondrement, c'est fichu, on se tape dessus à coups de boîte de conserve, quoi, survivaliste, voilà. Et quand je parle d'imaginaire, je parle des fictions et des livres. Hein. Ouais. Par exemple, on pourrait aussi parler des récits des gens aussi, mais voilà. Donc effondrement, Aller sur Mars. Dictature numérique. Ouais. Alors aller sur Mars, c'est le deuxième. Donc aller sur Mars, le transhumanisme. Donc en gros, la techno va nous sauver aussi. Et ça, c'est très, c'est un peu une désertion quand même. Hein. C'est un peu se dire, ok, en fait, je déserte la condition humaine par le transhumanisme, je déserte la Terre. C'est un gros déni parce que avec les terres rares, les ressources, l'énergie. Oui, je croise les doigts que ça marche, mais j'y crois pas une seconde à ce truc-là. Outre le fait que c'est quand même un petit peu dégoûtant de piquer, d'aller piller les dernières ressources pour un petit truc d'enfant gâté de la Silicon Valley. Et le troisième, c'est, en gros, nous sommes, mais bon, il est aussi lié aux deux autres, hein, nous sommes sous dictature numérique, sous surveillance, les femmes sont violées en série, à peu près, les gamins sont des esclaves, et enfin bref, truc glauque, quoi.
Et tu regardes Netflix, serial killer, machin, ouais. Ouais. Tu regardes, c'est quand même assez chaud, quoi, ce truc-là. Et donc, je pense effectivement aujourd'hui qu'on a besoin de nourrir les imaginaires parce que ce qui nous fait changer en termes de comportement, c'est l'émotion. C'est pas la raison. Sinon, il y a bien longtemps qu'on aurait changé avec tous les rapports du GIEC, tous ces gens extrêmement intelligents et réalistes et matérialistes, voilà, et raisonnés, raisonnables, qui viennent nous expliquer. Il y a longtemps qu'on aurait changé. Et vraiment, on sait que le comportement, c'est un élan personnel qui est modifié. Et en fait, c'est ton émotion. Et dans la fiction, et c'est un élan qui doit être libre. C'est-à-dire que quelqu'un qui essaye de te convaincre, peu de chance pour que tu bouges. Parce que personne aime être convaincu par quelqu'un d'autre. On a de l'ego. Et puis c'est peut-être pas le moment. Et puis voilà, on veut pas perdre la face. Et puis il y a la culpabilité. Et puis il y a la peur. Et puis il y a tout un tas de choses qui se mettent en branle très vite. Donc on est sur nos réflexes de défense. Quand tu es sur tes réflexes de défense, tu n'es pas disponible à l'évolution. Alors que la fiction, l'imaginaire, ça te permet, l'air de rien, de te projeter. Y a pas de risque. T'es dans l'imaginaire, et donc t'y vas d'une manière beaucoup plus disponible. Tu vis à travers des personnages, tu expérimentes un autre monde, et oh surprise, il est sympa, dis donc. Oui, t'es beaucoup plus impliqué émotionnellement quand tu lis un roman. T'es complètement impliqué émotionnellement. Tu vis les doutes. Moi, je sais que dans les déliés, j'ai des activistes qui ont des doutes, qui reviennent en arrière, ça te permet aussi de déposer ça, de déposer ces trucs de non, il y a pas de pureté, non, il y a pas de cohérence. C'est vachement plus facile quand c'est un personnage à qui ça arrive, en fait. Et ça vient gentiment, en fait, te transformer et te donner envie de cette transformation-là. Et l'autre chose dans l'imaginaire aussi, qui est un point sur lequel moi j'insiste beaucoup, c'est aussi de voir qui nous pourrions être. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, on est toujours totalement, voilà, soit dominé, soit dominant, soit on n'est jamais des héros ordinaires en fait. On n'est jamais des gens qui ne se résignent pas, qui sont combatifs, qui sont joyeux, qui sont. Non, si jamais t'as quelqu'un, tu vois, par exemple, qui les activistes sont toujours bourrés de problèmes. Enfin voilà, ils se font descendre. Non, on a besoin de voir des histoires qui fonctionnent, quoi. Ouais. On a besoin de voir. C'est pour ça que j'interviewe des gens comme ça. C'est pour donner envie aux gens de. Bah oui. D'être des badass comme exactement. Vous, à leur manière. Exactement. Et c'est pas être des super héros, mais pas du tout. C'est juste qu'on nous voit pas. En fait, nous tous qui faisons des trucs, mais tu vois, moi je fais des ateliers des fois et je demande aux gens à quel moment avez-vous désobéi. Et ça, c'est toujours super drôle parce qu'en fait, d'abord, c'est une question qu'on te pose jamais. On t'apprend plutôt à obéir. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit les désobéissances des autres nous paraissent énormes. Pour eux, c'est super évident. Okay. Enfin, c'est super évident. Ça a été un moment important pour eux. Tu vois, ça peut être tout bête, mais ça peut être, j'ai refusé enfin, c'est pas tout bête d'ailleurs. Quand mon chef m'a demandé de ne pas donner une augmentation à une fille parce qu'elle partait en congé maternité, là, j'ai dit stop, en fait. Et les autres, on était autour, on disait waouh, quoi. Et en fait, t'as besoin de voir que d'autres, tu vois, font des choses comme ça pour toi t'autoriser dans ton truc, un truc qui effectivement commence à dire purée, là, c'est bon, quoi. Faut dire stop. Tu vois, ça t'autorise. Et on a besoin de voir ça, en fait. Qui sont des petites choses, hein, mais qui sont pas des petites choses. Des postes qui se refusent aussi. Je dis waouh. Parce que le risque, à l'inverse, d'avoir que des dystopies un peu partout, c'est que, à force de prédire un futur horrible, on finit par s'y habituer et on risque de mieux l'accepter le jour où ça arrive vraiment. Exactement. Mais en fait, tu sais, moi, je suis. Donc, on a monté une maison d'édition il y a 7 ans, et aujourd'hui, on est en train de se spécialiser entre guillemets là-dessus, sur ces avenirs souhaitables, combatifs, voilà, du côté lumineux de la force, que ce soit par des essais, que ce soit par de la fiction. Parce qu'on se dit, mais finalement, tu vois, aujourd'hui, tiens, prends le président d'Ukraine. Il a commencé par être président d'une série télé quand même, hein, le gars. Je crois qu'il était humoriste. Ouais, et il a fait une série télé dans laquelle il devient président de la République. Bon, en fait, voilà. Non, mais
Tu vois un peu. Ça a dû ouvrir son imaginaire. Obama, on a quand même eu la série 24 avec un président noir qui était, on l'a eu pendant quelques temps avant qu'il arrive. Bon, je dis pas que c'est forcément ça, mais en tout cas, force est de constater qu'on vit un peu dans 1984 aujourd'hui, d'Orwell, que on a accepté tout un tas de choses très facilement qu'on n'imaginait pas des mois avant, mais qu'on a lu et qu'on a vu. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Elon Musk, par exemple, qui va aller sur Mars et tout ça, il dit partout que c'est un très très grand lecteur de SF. Et c'est ce que disent les auteurs de SF. Ils se rendent compte que tout ce qui a été inventé, notamment les innovations, elles ont d'abord été dans des BD, elles ont d'abord été dans des films, elles ont d'abord été dans des endroits comme ça. Et du coup, il y a 3 solutions. Soit les auteurs sont très visionnaires, les auteurs, les autrices sont très visionnaires, ce qui est possible. Donc c'est ce côté utopiste, je suis capable de voir par-delà le présent. Soit on a créé ce qu'on a lu ou ce qu'on a vu, ça nous a donné envie, ça nous a donné des idées, où on s'est acclimaté à ça, en fait. Finalement, on baigne dedans. Donc Voilà, on baigne dedans. Donc finalement, mettre un masque tous les jours, c'est arrivé relativement vite. Donner un pass pour je ne sais quoi, c'est arrivé assez vite. Et la troisième solution, c'est la force de l'intention. C'est-à-dire que plus on nourrit, plus on met d'intention dans un sens, et plus ça a de chance d'arriver. Et ça manque cruellement aujourd'hui. C'est-à-dire que Don't Look Up, t'as vu le tabac que ça a fait. Pourquoi ? Parce que c'était une des rares fictions qui a tourné en dérision le côté techno et qui a dévoilé le déni sidérant des politiques et donc on a tous adoré ce truc-là, quoi, parce qu'on avait enfin un contre-récit. Moi, je viens d'interviewer le réalisateur du film Goliath avec Pierre Ninet sur les lobbies. Et dedans, dans le podcast, je m'agace que les gens croient que ce genre de combat est forcément perdu d'avance. Ouais. Et en préparant ton interview, ça m'a fait rire parce que j'ai vu que tu trouves aussi, effectivement, tu l'as dit, qu'on se résigne facilement. Et que oui, il y a des trucs irrévocables qui sont perdus. Mais l'histoire, elle n'est pas écrite, quoi. Il y a encore plein de futurs possibles. Il y a des brèches partout. Et c'est ça le truc aussi de l'utopie, c'est de se dire... 2 heures avant, pour une femme, c'était encore une utopie de voter. C'était passé ça devait passer 6 fois au Sénat et ils l'ont jamais mis à l'ordre du jour. Donc, à un moment donné, il faut aller le chercher avec les dents. Ça va pas venir comme ça. Et le mur de Berlin, c'est pareil. Enfin, tu prends toutes les grandes décisions historiques, rien n'a été gagné. Dire l'abolition de l'esclavage, c'était tout le système économique qui était basé dessus. Donc, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a des allers-retours. Je dis pas que c'est simple, mais que rien n'est irrévocable. Et évidemment, on a beau jeu de dire que c'est fichu, ça nous enlève nos responsabilités. Du coup, et puis ça nous permet de dire tu te bats, mais en fait ça marchera pas. Ça te permet toi de rester confort chez toi, de penser que ça marchera pas, évidemment. J'ai l'impression qu'il y a aussi un truc simpliste où notre cerveau il aime bien savoir, ok, lui c'est un gentil, lui c'est un méchant, le futur il sera meilleur ou il sera pire, alors que non, c'est une mosaïque, ce sera hyper différent, localement ça peut avoir plein de couleurs différentes et il y a toujours des marges de manœuvre Mais c'est aussi le fait, on en revient au récit, on réécrit l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire, on dit c'est habillé, il y a eu Luther King, tac 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 tac, les résistants, ils ont libéré la France, sauf qu'ils étaient juste 2 à 3% en fait. Ils étaient considérés comme des traîtres. Les suffragettes, on sait assez peu que la majorité des femmes leur crachaient dessus, qu'elles étaient considérées. Tu te dis mais attends les gars, elles voulaient juste voter les filles quoi, il y avait pas péril dans la demeure. Et dans l'époque, on critique toujours les gens les activistes qui sont en train de contester notre monde, parce qu'en fait ils sont en train de renvoyer quelque chose qui est extrêmement difficile pour tous les autres. Ils sont en train de dire regardez, moi je crois que je pense que là il y a un truc qui est pas tolérable et que toi tu le tolères. C'est pas ce qu'ils disent mais c'est ce qu'on entend. Et 2, je pense que je peux changer les choses et je vais y aller. Et toi tu restes au confort chez toi en fait. Voilà. Et ça, mais pour tous les autres c'est hyper dur à entendre. Évidemment ils le font pas pour nous dire ça. Mais nous, c'est ce qu'on ressent. Et c'est pour ça que moi, j'essaye toujours de porter aussi cette parole-là des minorités, qui ne sont pas des minorités d'ailleurs, de toutes ces marges qui essayent de contester l'ordre établi. On pourrait au moins donner le bénéfice du doute à tous ces gens qui essayent de défendre un autre monde, quoi. Et au minimum, de ne pas leur taper dessus et de pas les dévaloriser, quoi. Et plutôt de les encourager plutôt que de leur dire ça servira à rien. Moi, à chaque fois, quand on me dit ça, j'ai envie
une fois, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça en fait? Parce que soit effectivement ça ne sert à rien, auquel cas super, t'auras eu raison. Soit ça va marcher et tu vas en profiter. Donc dans tous les cas, t'as intérêt à me laisser faire. Donc voilà, viens pas m'empêcher de le faire. Qu'est-ce que ça peut te faire, tu vois? Toi, pourquoi ça te tient autant à cœur de faire tout ça? Moi c'est compliqué à dire. Moi j'ai vraiment eu un déclic qui était quand je suis devenue maman en 2001. Okay. Mais je pense que ça veut pas dire qu'on est obligé d'avoir des enfants pour l'avoir. Et il y a déjà le congé maternité qui fait que tu décadres de ta vie, tu descends du vélo. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Voilà. Et là, en l'occurrence, je faisais de la publicité, donc j'étais sur un vélo qui allait vraiment droit dans le mur, qui accélérait la vitesse du mur. Voilà, c'est ça. Donc, et on s'arrête assez peu dans sa vie, surtout à l'époque où voilà, tu commences à bosser, on était à fond. Voilà. Donc il y a ça. Je pense que j'avais lu déjà beaucoup de choses parce que ça t'arrive pas un jour du jour au lendemain. C'est que t'as lu, c'est que t'as vu plein de trucs. Simplement, tu ne veux pas croire ce que tu sais. Et puis, faut de l'espace, et je pense que tu es prêt à le croire. Tu es prêt à prendre cette claque parce que c'est une claque. Et moi, je savais pas que j'allais traverser ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété, mais qui était pas simple parce qu'à l'époque on n'était pas très très nombreux non plus. Il y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était pas si simple que ça. Et je pense que j'ai pu me rendre compte de ça et parce que j'avais déjà une solution. Et je pense que c'est un truc très important à savoir, c'est que on est prêt à se prendre le mur, à se dire ok, c'est pas possible, il faut changer les choses quand on a déjà une solution. Sinon, c'est impossible, on est au fond du trou. Et moi, la solution que j'avais vue à l'époque, c'était le développement durable. Et je pense que j'avais une nouvelle confiance en moi qui naissait du fait que je devenais maman. Et puis après, moi, la cause des enfants est quelque chose qui, je comprends même pas qu'on hypothèque l'avenir des générations après. C'est un truc que je n'arrive même pas à concevoir, quoi. Donc justement, s'il y a un truc, je crois, qui nous tient tous les deux à cœur, c'est de nourrir cette confiance en nous, de travailler sur notre puissance. On a gobé l'idée qu'on était impuissant et ça nous va assez bien parce que c'est confortable. Au moins, t'as pas de responsabilité. Alors que, mais on peut être tellement puissant quand on incarne le changement, quoi. Ouais, c'est le frein peut-être le plus dur, le sentiment d'impuissance. Parce que il est très entretenu par les médias, par les lobbies, et puis par tous les gens qu'on vient mettre en inconfort du fait qu'on est engagé. Donc aussi ils ont pas intérêt à ce que ça fonctionne, à ce que tu arrives à changer quelque chose, parce que sinon ça les renvoie à leur inaction. Donc c'est très entretenu ce truc-là, et c'est pour ça que moi je dis toujours faut aller chercher ses alliés. Ça sert à rien de rester dans un endroit qui te pourrit ta confiance en toi, parce que le sentiment d'impuissance, en fait, il se déconstruit avec la confiance, et la confiance, elle se reconquiert, je sais pas comment, ouais, c'est ça, je pense. dans l'action. C'est pour ça que moi je suis dans la radicalité de l'utopie, mais c'est aussi, on n'est pas dans la binarité, aussi dans les petites actions, parce que ces petites actions te permettent de reprendre confiance en toi, de voir que hop, tu récupères, tu remaîtrises un bout de ta vie, quoi. Voilà. Et ben ça, c'est déjà moi, réparer mon grille-pain, ça m'apporte un sentiment de puissance de malade, en fait. Et puis quand j'ai fait ça, j'ai rencontré des gens aussi, et donc je prends confiance en nous. Je me rends compte qu'il y en a d'autres qui ont d'autres savoir-faire. Dans un hypercafé, tu veux dire? Ouais, par exemple, okay. Tu vois. Enfin, j'en ai monté un, et la confiance, elle vient vraiment par l'action. En allant avec les autres, on dépose nos peurs ensemble. C'est pas tout seul dans son coin, c'est hyper dur. C'est ce que disait ta copine là, quand elle a dit venez si vous avez un burn-out et tout. On n'arrive pas à s'en sortir tout seul, en fait. C'est vraiment très important. C'est comment tu nourris ta source, c'est-à-dire effectivement lire. C'est pour ça que l'imaginaire et lire des fictions qui te font du bien, et qui sont pas non plus donneuses de leçons, et qui ne sont pas culpabilisantes, et qui sont légères, et qui sont tout ça ensemble. On a besoin de ça. On a besoin de podcasts comme le tien. On a besoin de et on voit très bien les sources qui nous plombent. On l'a vu là en 2 jours d'élection présidentielle. Moi, je suis retombée au fond du trou en 24 heures.
Après, voilà, pour sortir, il faut aller rechercher ceux qui vont nous redonner confiance et la nourriture c'est hyper important, ce truc-là. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter de l'impact que ton travail a pu avoir sur des gens? Que ce soit, je sais pas, quand tu interviens, peut-être devant des étudiants ou en entreprise ou... Alors, il y en a plein pour qui le truc de l'utopie a complètement les deux choses, le truc de l'utopie a complètement changé leur vision des choses, c'est-à-dire que c'est vraiment tous ces gens qui ont eu l'impression à chaque fois d'être en décalage quand on leur disait mais t'es un utopiste, et on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on s'excuse. On s'excuse de rêver grand. Et moi, j'ai toujours enfin, tu vois, si tu rêves pas grand, en fait, tu penses petit, hein. Et c'est ça qui me fait rire, c'est que quand on te dit, tu vois, on se méprise, alors que le truc qui est un peu pathétique, c'est de penser petit et c'est de penser qu'on peut pas changer les choses. Moi, ça m'attriste beaucoup qu'on puisse penser ça de l'être humain. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Il y a, je sais plus. Enfin, il y a quelqu'un. Il y a beaucoup de gens en fait qui font, qui décident du jour au lendemain de faire de l'artistique ou de quitter un boulot. Alors ça, j'en ai eu plein. Je suis pas forcément hyper. Mais bon, je pense que j'étais juste une graine, oui. Tu vois. T'as juste besoin que quelqu'un te dise, mais t'as raison, en fait. Juste, t'as raison. Donc il y a ça. Parce que souvent, t'es pas responsable de l'heure d'émission. Hein, voilà. Non, j'ai plus fort que ça. Mais... Et là, pour le coup, ça m'a fait. Le message que j'ai reçu aussi qui était fort, c'est une jeune. C'était il y a 1 an ou 2. Qui avait 17 ans et qui me dit voilà, je vous remercie, j'ai vu une de vos interventions, je fais partie de ce qu'on appelle la génération climat, je ne vais plus à l'école et ça m'a fait du bien de voir de vous entendre parce que vous avez l'âge de ma mère et mes parents comprennent pas et merci parce que je me sens légitime de le faire. Et ça, tu vois, j'en ai encore des frissons parce que moi, j'ai des filles. J'en ai une, tu vois, qui passe son bac et l'autre qui a 21 ans aujourd'hui. Et je m'étais dit, waouh, je me suis mis dans la place de la mère, en fait. Et je me suis dit, comment tu... Et après, je me suis dit, ben non, il est fort probable que j'aurais fait comme elle. Et si je peux au moins la rassurer sur quelque chose et qu'elle a besoin de ça, ben tant mieux, quoi. Et on n'est jamais responsable de ce que font les autres, mais par contre, en nous autorisant... Moi, par exemple, je m'autorise à porter ce qui me paraît important, qui est l'utopie, qui est la désobéissance, qui est la fiction, etc. J'autorise les autres à prendre pleinement leur place. Et je pense que vraiment, il y a ça, c'est que on a tous une place. Et moi, la mienne aujourd'hui, c'est peut-être effectivement d'autoriser les autres peut-être à prendre la leur. Moi, je crois vraiment qu'on est une grande famille et qu'en fait, c'est à nous tous qu'on arrive à faire ça. Et on fait tous, en fait, quelque chose pour la grande famille, quoi. Il y a des gens qui aident les migrants, il y a des gens qui s'attachent aux banques, il y a des gens comme moi qui écrivent ou qui racontent des choses, et on est tous nécessaires en fait. Après, des autres exemples, j'ai quelqu'un qui m'a dit j'étais responsable développement durable d'un grand groupe, et puis j'ai lu ton truc sur l'idée que en fait faire du développement durable dans un grand groupe, c'est comme mettre des perfusions au monde d'hier, c'est faire en sorte qu'ils tiennent plus longtemps. Et donc pendant ce temps-là, les vraies innovations et les vraies activités circulaires, sans déchets, sans pollution, etc. Elles arrivent pas à émerger parce que ces grands groupes, avec leur petit côté vert, ils arrivent encore à recruter, ils ont encore une bonne image, et donc il faut encore pression sur la réglementation. Et elle me dit, et là ce jour-là, ça m'est tombé dessus et je me suis dit, mais c'est exactement ça que tu fais. T'es en train d'empêcher l'autre monde d'émerger et j'ai démissionné. Voilà, donc c'est des petites choses. En tant que minimaliste, j'adore le titre, les déliés, parce qu'on parle partout de recréer du lien, mais on parle peu des liens qu'on doit couper, de se délier justement de nos addictions, de nos croyances, des réseaux sociaux, on l'a dit, des relations toxiques. Tu peux nous en dire plus ? C'est très... Ça me fait plaisir que tu aies vu ça, parce que... Alors, il n'y a pas de parce que en fait, c'est pas des gens les déliés, c'est vraiment la notion de ce que tu disais, c'est-à-dire se délier des choses. Et en fait, le premier titre, c'était les liens et les déliés. Okay. Et parce que voilà, je trouvais ça, c'était un petit clin d'œil au plein et au délié. Je trouvais ça beau, voilà. Et puis il y avait ce côté, on a des liens et puis on doit avoir des déliés aussi. Ça, on doit trouver nos alliés. Et puis
Et puis en fait, à force d'écrire, j'ai eu un relecteur qui en parlait en disant ouais, tu sais, dans les déliés, il y a ça, tu sais, dans les déliés. Je dis mais tu sais, il s'appelle pas comme ça. Il dit bon, il s'appelle comment? Bon, ok. Et puis je me suis dit ouais, non, mais en fait c'est mieux comme ça. Et et je me suis rendu compte que j'ai lâché les liens en fait en l'écrivant. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que j'ai lâché l'idée que pour être sérieux et il fallait faire des essais, des machins. J'ai lâché aussi un passif familial aussi où le fait de faire de la fiction c'est quand même pas très Okay. Je vais vers les créatifs, je vais plus vers l'art, et ça c'était aussi pour moi. Il a fallu que je m'affranchisse aussi de mes croyances limitantes là-dessus aussi, du fait que ça allait être ma place maintenant. Et puis d'autres liens aussi parce que j'aborde des choses dedans qui m'ont forcé aussi à me positionner sur un certain nombre de choses. Donc je pense que j'ai coupé un peu des vieux liens qui traînaient là, parce qu'en fait les liens nous fragilisent. C'est confortable les liens, mais parfois il en faut. Mais il faut savoir ceux qui sont en train de nous entraîner vers le fond, quoi, qui nous laissent pas. Partir, on n'est pas censé forcément tous les garder toute notre vie, quoi. Ouais, c'est ça aussi. Qui sont censés ne durer qu'un temps. Oui, et c'est ainsi. Et il faut pas avoir non plus de loyauté mal placée. Il y a des liens. Tu parlais de liens toxiques. Il y en a qui sont toxiques, qui l'ont pas été, qui le deviennent après. Et peut-être qu'à un moment donné, ou quand on est très activiste, il vaut mieux ne pas les voir, par exemple, ces relations qu'on peut avoir aussi, des amis, des gens comme ça, parce qu'on se fait pas du bien mutuellement. Eux, peut-être qu'aussi ils sont, on ne sait pas quelle est leur vie, donc ils sont peut-être aussi piégés et ils peuvent pas faire ce que tu fais. Et tu leur renvoies incessamment à la figure que toi, t'es un être libre et que t'essayes de changer le monde. C'est super dur aussi pour eux. Et eux, en même temps, pour toi aussi, ça, ils t'amènent pas d'énergie, de source. Vraiment, j'utilise ce mot, nourrir sa source. Et ça veut dire que peut-être tu dois pas te voir pendant un petit moment, quoi. Et peut-être que plus tard, vous allez vous retrouver. Mais il faut avoir, cette espèce de légèreté aussi, de se dire, c'est pas très grave. C'est ainsi, quoi. On doit faire nos vies. Je sais que t'as envoyé ton livre à plein d'activistes radicaux, partagé, c'est sympa, ou d'autres. Comment ils ont réagi? De qui je pourrais te parler? Alors, je pourrais te parler de Maxime de Rostolan, qui a adoré. Alors, il était à fond et il m'a dit un truc aussi que m'a dit un autre activiste. C'est que et moi aussi un petit peu d'ailleurs, c'est que on ne lit plus de romans. On est très dans tu vois comment ça va changer, on est très à lire des trucs sur la justice sociale, sur le féminisme, sur l'écologie, rationnel. Très rationnel. On a besoin on a l'impression qu'on a besoin de s'armer en fait un peu, et on est un peu omnibulé par ça. Et c'est ce que m'a dit Max. Il m'a dit ça m'a fait un bien fou. Il y avait des années que j'avais pas lu un roman qui en même temps me libère la tête et en même temps me dit c'est là il y en a une autre aussi qui est très engagée dans le zéro déchet et tout ça, qui me disait que elle a vu son monde, quoi. Elle m'a dit mais c'est chez moi, quoi. Et alors elle m'a dit mais voilà ça y est, on y est, quoi. Et puis il y en a un autre aussi, une autre qui est très activiste sur les migrants. Ce qui lui a vachement plu, c'est le côté il y avait toutes les causes en fait. Un monde plus féministe, plus écolo, plus dans l'accueil, plus tout ça. En fait, ils tournent super bien ensemble. En fait, on a tous l'impression qu'on est chacun de notre côté avec nos causes, mais en fait, elles sont toutes extrêmement liées. Et il y a que quand c'est arrivé que tu t'en rends compte que finalement, quand notre système est vraiment un cercle vicieux, et dès que tu le remets dans un sens, il devient vertueux. Et donc il y avait ça qui lui avait vachement plu. Elle avait l'impression que ça y est, il y avait ces neurones ça y est, c'était tout. C'était tout simple. Ça l'avait simplifié. Ne bougez plus, c'est parfait. Ne bougez plus. Chacun y a pris ce dont il avait besoin. En fait. Tu vois. Merci beaucoup, Sandrine. On peut trouver ton livre Les Déliés partout en librairie. Et si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Sandrine, je te conseille l'épisode sur l'optimisme avec Catherine Testa, qui est très sous-cotée, et celui avec Camille Etienne sur la puissance des fictions un peu aussi. Ciao Sandrine, merci beaucoup. Ciao tout le monde. Merci, au revoir.